nous arrivons à la dernière séance à la fraternelle sur le groupe fait par le groupe Tétra Jura. Donc le tétra, vous savez que c'est un animal emblématique du coin. C'est un animal fragile qu'il faut respecter et protéger parce qu'il n'est pas en forte régression, mais enfin il n'est pas non plus... Alors, le groupe Tétra Jura, c'est un groupe dont Alexandra Deprat, donc est la directrice. Le grand tétra, un oiseau en danger, c'est le titre de son intervention. Le tétra est au même titre que le lynx, un animal emblématique de la forêt jurassienne. Donc, vous avez pu voir, si vous êtes déjà passionné des sports, les photos de ces deux animaux. Le lynx a dû être réintroduit dans les années 70 au creux du Vent en Suisse et a passé quelques années plus tard les frontières sans passeport. En ce qui concerne le grand tétra, il est en danger et fait l'objet de toute l'attention des scientifiques pour le protéger des dérangements. C'est vrai qu'il y a quelques années, de nombreuses années déjà, on pouvait aller faire des affûts sur les plages des grands tétras. Maintenant, c'est déjà plus compliqué parce qu'il ne faut pas les déranger. Et ils sont principalement dérangés par les touristes l'hiver, etc. Donc Alexandra vous en dira plus. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue à la fraternelle. Alors, juste un petit mot d'introduction, je suis vraiment extrêmement heureuse de voir une salle aussi pleine pour parler du grand tétra avec vous aujourd'hui. C'est quand même pas forcément un sujet qui passionne les foules, donc j'espère que vous ne serez pas trop en pleine digestion et que vous allez réussir à être attentif jusqu'à la phase des questions. Alors, le grand tétra, un oiseau en danger, on va prendre une petite voie détournée avant de commencer à vraiment parler de cette espèce passionnante. Et on va se donner une petite image du Jura. Alors, la photo que vous avez, enfin l'image que vous avez à l'écran, c'est une carte d'état-major qui a été établie entre 1820 et 1866. Ça vous donne une image du secteur de l'Ajoux, que vous avez en bas ici de l'image, et de la forêt du Massacre. Alors à l'époque elle s'appelait la forêt de la Frasse, hein, la forêt du Massacre c'est finalement un nom très récent, mais ça vous donne une image un petit peu de cette forêt du Jura au début du 19e siècle. Elle avait déjà été bien aménagée finalement, et autant au début du premier millénaire, autour de l'an 400, en fait ce massif du Jura c'était uniquement de la forêt. 100% de la forêt qui était connectée avec la Suisse voisine, évidemment, avec les Vosges, avec la forêt noire. Et les espèces dont on va parler ensuite étaient toutes connectées les unes aux autres, sans aucune fracture, aucun élément dans le paysage qui empêchait la connexion entre les individus et avec les populations. Et vous allez comprendre au fil de la présentation que ça a un impact vraiment important. Et ce massif du Jura, il tire son nom. Alors je ne suis pas historienne, mais Jor, Juris, ça vient à la fois du celtique, du romain, ça veut dire pays de forêt, forêt de montagne, forêt de pente. Et donc là, on a typiquement cet aspect forestier qui est complètement attaché à ce massif du Jura. Le terme joux, qu'on trouve ici dans bon nombre de villages, hein, vous avez le village de l'Ajoux, la forêt de l'Ajoux, en deux mots, Mijoux, etc. Tout ça vient du terme forêt également. Donc, je vous parlais de l'an 400. Autour de l'an 400, on a Saint-Romain, Saint-Lupicin, qui sont les premiers moines qui vont commencer à venir investir un petit peu ces terres jurassiennes. Puis, l'abbé de Saint-Oyen, qui va monter l'abbaye, qu'on trouve encore ici à Saint-Claude de nos jours, qui vont commencer à travailler le paysage pour installer leurs serres, le bétail et créer de multitudes de clairières et les forêts, les maisons que vous trouvez encore maintenant qui sont divisées en combes un petit peu partout, notamment sur le paysage des Hautes-Combes, découlent de cette époque. Parce qu'à l'époque, il fallait du bois pour construire les maisons, pour faire du bois de chauffage et puis aussi pour la marine avec ces grands épicéas qui pouvaient servir à différentes étapes de construction. Voilà, donc là, c'est pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est une petite illustration de Saint-Claude en l'an 1700. Donc ces forêts, elles se sont construites finalement sur ce temps long pour répondre à tous ces besoins. Et c'est devenu un mélange de forêts et de cultures paysannes qui visait vraiment à répondre à tous ces objectifs, tous ces besoins.
Et pour répondre à tous ces besoins, il y a un mode de gestion qu'on a appelé la futaie jardinée qui est né petit à petit dans cette région frontalière. Alors certains disent que c'est né plutôt en Suisse, d'autres que c'est né plutôt en France, il y a un petit débat. Toujours est-il que c'est sur cette Franche-Comté, jusqu'au canton de Neuchâtel, mais aussi maintenant dans les Deux-Savoies ou en Auvergne, on retrouve ce mode de gestion en futaie jardinée. Alors, je vais vous expliquer un petit peu après ce que c'est que la futaie jardinée, mais je vais déjà vous aider à comprendre aussi les différences. Et on va parler d'un autre type de gestion, c'est la futaie régulière, par opposition. Donc vous avez un petit schéma, alors, qui est assez productiviste dans le mode de gestion futaie régulière, on n'a pas forcément ça partout. Mais le principe, c'est de trouver sur une petite surface, donc on parle souvent d'une parcelle, des arbres qui vont avoir le même âge et souvent la même essence. Et donc ces parcelles vont se succéder les unes aux autres pour arriver à la phase ultime, finalement, qui va être la récolte, et bien souvent, quasi tout le temps en fait même, la coupe à blanc, ce qu'on appelle la coupe à blanc. Autre élément important, le renouvellement, il va se faire normalement, souvent par plantation, éventuellement par régénération naturelle, c'est-à-dire qu'on va laisser la forêt se régénérer naturellement. Donc, un des éléments importants et qui va nous intéresser après, c'est que finalement, on passe par une étape où il n'y a plus de couvert forestier, il y a une rupture dans le peuplement forestier. Et pour certaines espèces, ça va être un vrai problème. Par opposition, la futaie jardinée, c'est une forêt pour laquelle on a un fin mélange des âges et aussi des essences sur la totalité de la forêt. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de rupture oh là, ça y est, ça commence. J'ai perdu mon ordinateur. Alors je vais faire 100 au début. Je vais essayer. J'espère que ça va revenir. Donc on n'a pas de rupture dans le peuplement, c'est-à-dire que le forestier, le travail du forestier, ça va être de venir en quelque sorte picorer à un arbre, on va dire qu'il est mûr, en fait il a atteint le bon diamètre, et on va venir récolter cet arbre, soit parce qu'effectivement il a le bon diamètre, soit parce qu'il a un défaut, ça peut être une maladie, des branches cassées, des champignons qui peuvent le rendre plus fragile, ou encore parce qu'il peut gêner les jeunes arbres qui sont en plein devenir et qui ont besoin de lumière. Et en fait, c'est le geste du forestier, ça va être de doser la lumière pour qu'elle arrive jusqu'au sol et qu'elle permette de renouveler naturellement la forêt. Alors si on arrivait à me retrouver mon diaporama, ce serait vraiment très très gentil. Il y a Marceau est allé voir. Sinon, ça va être compliqué. Pour moi, de tout faire de tête et pour vous, extrêmement ennuyeux, je pense. Donc l'élément intéressant aussi de la futaie jardinée, et par opposition à la futaie régulière, c'est que du coup, on a de la forêt tout le temps. On n'a jamais de rupture, on n'a jamais de coupe à blanc, sauf événements particuliers. Alors évidemment, ces forêts, elles ne sont pas à l'abri de coups de vent, de coups de chablis, d'attaques d'insectes, mais globalement, on garde un couvert forestier. Et quand on parle de biodiversité en forêt, et on parlera du gant tétra après, eh ben, c'est des espèces qui sont vraiment attachées à avoir toujours un couvert forestier qui va rester sur cet espace-là. Ça arrive ? Est-ce qu'il y a déjà des questions? On peut, en attendant, entre la futaie régulière et la futaie jardinée, est-ce qu'il y a déjà des questions sur ces points-là? Comme ça, à la limite, on anticipe un petit peu la phase de débat. Non? En plus, pour la petite histoire, on a changé d'ordinateur exprès pour ne pas avoir de problème. Et là, on se rend compte que finalement, on aurait mieux fait de pas changer. On est en train de régler le problème technique. On va attendre 2-3 secondes. Trouver une illustration avec un peu plus de feuillus, par exemple, parce que la futaie jardinée en général, on essaye aussi d'avoir du feuillu, mais malheureusement, c'est pas si simple que ça de trouver des illustrations de bonne qualité. Par contre, comme on travaille aussi avec des photographes sympas, ils nous donnent des photos.
Et donc là, vous avez une belle image de la forêt du Rizou, si je ne me trompe pas. Et vous avez voilà, une illustration, là aussi ça ressemble pas mal au schéma, parce qu'on manque un petit peu de feuillus quand même dans le peuplement, d'une futaie jardinée telle qu'on l'apprécie, c'est-à-dire qu'on a évidemment des arbres de très grande taille, mais on a aussi voilà, une strate buissonnante très développée, on trouve du sorbier, on trouve du saule, et dans le bas de la combe, ici on va trouver de l'herbe, tout ça. Et tout ça, c'est le geste du forestier, en fait, qui va construire cette mosaïque d'habitat qu'on va chercher à avoir. Autre particularité de ces forêts jurassiennes qui découle aussi de l'histoire, en fait, de la montagne, c'est ce qu'on appelle le prébois, ou le prébois pâturé, ou le pâturage boisé, selon qu'on était en France ou en Suisse. Et donc là, cette fois, on va avoir une fine imbrication d'espaces pâturés par les bovins avec l'espace forestier. Et donc on a évidemment ces fermes d'alpage, ces cabanes d'alpage qu'on va trouver disséminées un petit peu dans le paysage et toute une flore qui va être étroitement associée à ces espaces. Et dans ces espaces, ce qui nous intéresse évidemment beaucoup, c'est cette mosaïque, encore une fois, cette fine imbrication de zones ouvertes, très riches en herbes, des effets de lisière, avec une strate buissonnante développée, et évidemment les oiseaux, les insectes et les végétaux qui les accompagnent. Et toutes ces formations végétales vont conduire à une biodiversité des forêts d'altitude qui va être très particulière et qu'on va avoir la chance de trouver dans le massif, dans ce qu'on appelle le Haut-Jura. Par exemple, une bryophyte. Alors, est-ce que ça parle à tout le monde? Les bryophytes, c'est la famille des mousses. Et donc, cette petite mousse, pour vous donner une idée de sa taille, voilà, ça fait à peine 2 cm de haut, c'est ce qu'on appelle la buxbaumie verte. Cette buxbaumie verte, c'est une mousse qui est protégée au niveau national, qu'on pensait être extrêmement rare, qui l'est quand même. Mais finalement, quand on la cherche, on la trouve beaucoup dans les forêts du Haut-Jura, parce qu'elle apprécie de pousser sur les bois morts qui pourrissent au sol et essentiellement des résineux. Et elle va apprécier aussi de pouvoir se développer évidemment dans les secteurs très ombragés et relativement humides. Elle n'aime pas du tout les coupes très fortes qui vont la mettre beaucoup en lumière. Dans ces endroits-là, en fait, elle va dépérir. Et c'est la futaie jardinée aussi qui va permettre d'avoir là aussi ces espaces très différents et très contrastés. Autre grande famille, les lichens. Alors les lichens, on les voit, mais on ne sait pas tellement à quoi ils sont liés. Donc vous avez à droite, je pense que celui-là vous l'avez déjà vu, pas mal l'ont déjà vu, je suis sûre quand vous allez vous balader en forêt, c'est le lichen pulmonaire, Lobaria pulmonaria, qu'on trouve sur les très gros hêtres. Et celui-ci, qui est tout petit en fait, sur la photo il a l'air énorme, mais en fait c'est un lichen qui ne fait pas plus de 2 cm de long, c'est le lichen corail, qu'on va trouver sur les très gros épicéas. Donc en fait le maître mot de ces deux images, c'est gros. On va le trouver uniquement sur les très gros bois, les très gros diamètres. Et donc là aussi, c'est la gestion forestière qui va décider ou pas de laisser ces bois en place pour favoriser la présence de ces lichens notamment. Donc les lichens, c'est aussi des espèces qui sont protégées. On va redescendre un petit peu au niveau du sol, et avec cette fois une petite orchidée. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver une orchidée avec une photo assez sympa, assez lumineuse, parce que cette orchidée, elle aime bien pousser à l'ombre. Cachée à l'abri des grands arbres, c'est l'orchidée racine de corail. Alors son nom il est tout bête, mais c'est parce que le rhizome, la racine, a la forme d'un corail. Et donc voilà, elle fait 5 à 6 cm de haut maximum. Donc une petite orchidée, elle aussi protégée, objet de beaucoup d'attention. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle une relique glaciaire. Cette relique glaciaire, on l'appelle le lycopode à rameaux annuel. On le trouve aussi beaucoup plutôt dans les pessières, sur les secteurs ombragés, assez moussus. Donc c'est pareil, ça fait maximum une dizaine de centimètres de haut. Et voilà, ça participe de cette biodiversité. Donc on a à la fois une biodiversité un petit peu exubérante, mais on a aussi une biodiversité invisible qu'on trouve dans ces forêts du Haut-Jura. Et maintenant qu'on a vu plutôt les végétaux, on va parler un petit peu plus des animaux aussi. Donc par exemple les grands ongulés, alors vous les connaissez évidemment, le chamois, le cerf qui s'installe dans les forêts du Haut-Jura depuis une petite dizaine d'années maintenant, peut-être un petit peu plus selon les secteurs, on va dire une vingtaine d'années, allez, soyons un peu plus larges. J'aurais pu mettre aussi évidemment le sanglier, le chevreuil, voilà, ces grands ongulés qu'on trouve sur les forêts du Haut-Jura, finalement assez communs, mais qui participent aussi de la biodiversité de ces forêts d'altitude. Et souvent,
quand on a des grands ongulés, on a aussi les prédateurs qui vont avec, et donc le lynx, installé depuis le début des années 70 dans le massif jurassien, et puis le loup qui s'installe depuis maintenant 5 à 10 ans, selon qu'on parle de meute ou d'individus isolés, sur la zone frontalière. Donc deux grands prédateurs qui font beaucoup parler. Il est clair que voilà, c'est un sujet qui va être de plus en plus d'actualité et qu'on trouve dans ces forêts du Haut-Jura. On a aussi des prédateurs de plus petite taille. Donc évidemment, le renard, la martre, j'aurais pu mettre aussi le blaireau, enfin voilà, on a un ensemble de mammifères présents sur les forêts du Haut-Jura absolument passionnants. On peut aussi parler des oiseaux. Alors les oiseaux, en haut, je ne vais pas faire passer un examen à toute la salle, mais le pic noir, qui est le plus grand pic d'Europe, qui va creuser ses loges dans les grands hêtres, les gros hêtres avec un diamètre important. C'est un oiseau qui fait presque 50 cm de haut, donc pour creuser une loge, il a besoin d'un arbre de grande taille. Et donc finalement, comme le lichen pulmonaire, ils peuvent être amenés à cohabiter tous les deux, ça se passe bien en général, le lichen ne fait pas trop de bruit. Et par contre, on va aussi avoir alors, le pic tridactyle. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi tridactyle? Il a 3 doigts, très bien, je vois qu'on a affaire à des spécialistes. C'est effectivement un des seuls oiseaux qui n'a que 3 doigts, donc le pic tridactyle. Donc lui, c'est un très très bon allié des forestiers, puisque c'est un grand consommateur des scolites, qui ravagent en ce moment les peuplements forestiers. Et donc lui, on va plutôt le trouver sur les épicéas, et il a la particularité de creuser à la recherche de ces insectes de façon concentrique autour des troncs. Donc ça fait vraiment un cercle très particulier qu'on peut trouver assez aisément. Et en plus, c'est un oiseau qui est globalement assez peu sauvage, même s'il est très discret, donc on peut avoir la chance de le croiser dans ces forêts d'altitude. Les petites chouettes de montagne aussi qu'on trouve sur ces forêts du Haut-Jura. Donc celle-là, clairement, quand on est naturaliste, photographe, même forestier, on a toujours un petit attrait particulier pour ces petites chouettes. Alors la chouette de Tegmalm, qu'on a ici à droite, qui, elle, utilise les loges creusées par le pic noir dans les gros hêtres. Donc en fait, les pics, c'est un peu les lotisseurs de la forêt. Donc elle est nocturne, typiquement nocturne, elle va manger surtout des micro-mammifères. Et par contre, la petite chouette chevêchette, elle, c'est la plus petite chouette d'Europe. Je suis sûre dans la salle, il y en a qui pourraient me siffler le chant de la chevêchette. D'ailleurs, je suis sûre que ça les démange. Donc elle est crépusculaire. En fait, elle voit très mal dans le noir. Donc elle chasse à la tombée du jour et au petit matin. Et elle a la particularité de manger très très peu de micro-mammifères, mais par contre, elle adore croquer des passereaux. Donc les mésanges, les roitelets, etc. On se rapproche gentiment de la famille du grand tétra. Et cette fois, on a affaire au plus petit tétraoniné d'Europe, la gélinote des bois. Donc la gélinote des bois, elle pèse 400 grammes, c'est une grosse caille en fait, qu'on va trouver dans ces forêts jurassiennes. Alors les tétraoninés, on les trouve, ils vivent essentiellement au sol, c'est des oiseaux marcheurs. Et elle apprécie beaucoup la strate buissonnante en fait. Elle vit beaucoup entre 1 et 7 mètres dans la forêt, elle va manger des chatons, de saules, des chatons de noisetier, des baies d'aubépine, des bourgeons d'aubépine, etc. Et donc elle est plutôt attachée aux jeunes forêts. C'est-à-dire quand vous avez eu un coup de chablis, une coupe un peu forte, voilà, vous avez ces buissons qui repoussent très rapidement derrière, et elle va exploiter vraiment ces espaces-là, pour peu qu'elle ait des grands arbres au-dessus qui dominent et la protègent des attaques des prédateurs. Voilà. Donc on a des oiseaux comme ça qui ont des niches écologiques assez particulières. Par contre, la chance qu'on a avec la gélinote des bois, et ça explique pourquoi on en a sur tout le massif jurassien, c'est on dit qu'elle est assez plastique. Donc en fait, elle va s'adapter assez bien à d'autres types de forêts pour peu qu'elle ait de quoi se nourrir et de quoi se protéger. Donc avec ce tour d'horizon de la biodiversité des forêts, et je pourrais vous citer comme ça un nombre incalculable d'espèces, y compris dans les insectes, mais je ne me suis pas lancée dans l'exercice, c'était juste pour vous faire un rapide tour d'horizon de toutes ces espèces exceptionnelles qu'on peut trouver sur ces forêts du Haut-Jura, avant d'en venir vraiment à l'espèce qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous aurez noté qu'on a quand même le plus petit tétraoniné, le plus gros pic, la plus petite chouette, etc. etc. Donc c'est assez sympathique. Et donc le grand tétra, et lui, c'est le plus grand des tétraoninés d'Europe. Donc après être passé du plus petit, on passe au plus grand. Donc le coq il fait presque
allez, pour les plus gros spécimens jusqu'à 5 kg. Un plumage vraiment brun, noir, avec ce qu'on appelle, alors on dit communément le sourcil, mais son vrai nom c'est une caroncule rouge qui va être beaucoup plus développée à la période du chant. Et cette petite tache blanche à l'épaule, alors qu'on voit assez peu ici, mais ici finalement c'est une photo, souvent on représente, sur la diapo d'avant d'ailleurs, je vais me risquer un petit tour en arrière, il est montré en position de chant, hein, avec la queue dressée, la barbe hérissée, et puis un sourcil rouge très développé. Mais cette posture du chant, il la garde pendant un temps très limité finalement, et la plupart du temps, il a comme ça la queue rabaissée et un sourcil rouge beaucoup plus discret. Alors sur cet oiseau-là, il est d'autant plus discret que c'est un jeune coq, il a 1 an en fait, et donc voilà, il a une forme de tête qui est assez atypique pour le grand tétras, mais il me semblait intéressant de pouvoir vous montrer aussi un jeune individu. Et puis à contrario, on a la poule, jusqu'à 3 kg, vous le voyez à l'écran, et la grande particularité, c'est un dimorphisme sexuel très marqué entre les deux, puisque la poule, elle niche au sol, et donc elle a besoin de se protéger de ses prédateurs, et donc c'est son plumage qui va participer comme ça à une espèce d'invisibilité pour se mettre à l'abri des attaques. Donc un dimorphisme sexuel très important entre les individus. Si on fait un petit tour d'horizon très rapide des 4 saisons du grand tétras, on peut commencer peu importe, hein, en hiver par exemple. L'objectif de cette espèce, ça va être d'économiser au maximum son énergie. Il mange des aiguilles de sapin uniquement pendant l'hiver, éventuellement du pin quand il a la chance d'en avoir, mais dans le Jura finalement c'est quand même le sapin blanc qu'on a le plus. Et donc évidemment, cette ressource alimentaire, on n'est pas du tout dans le steak frites salade bien lourd, bien énergétique, c'est plutôt salade verte à tous les repas, et du coup l'oiseau il va avoir besoin d'économiser son énergie au maximum. Et donc il va réduire la taille de son territoire et il va vivre sur 3 à 4 arbres différents en haut d'une bosse, etc. pour se mettre à l'abri et se nourrir. Il va se nourrir 2 fois par jour pendant l'hiver, le temps d'arriver à digérer ses aiguilles assez peu digestes finalement. Je vais faire un petit tour rapide, mais on va parler du printemps. La période du printemps, on y arrive maintenant, c'est la période du chant, la période de la reproduction. Et c'est quand même une période très particulière, ce chant, puisque c'est le seul moment où les individus vont se retrouver sur un territoire qu'on appelle une place de chant, un lek, une arène, selon les pays d'où on vient. Alors, on vous l'a représenté ici d'une façon très schématique, hein, dans la vraie vie, ça se passe rarement comme ça, mais cette espèce de grosse marguerite, elle vise à vous montrer qu'on a à la fois des territoires de coqs et des territoires de poules. Les individus ne se rencontreront quasiment jamais, finalement, sauf au moment de la reproduction. Donc ce chant, il va durer pendant 3 à 4 semaines, des fois un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend des conditions météo. Et elle va viser à établir une hiérarchie chez les mâles, en fait. Donc pendant 1 semaine, 10 jours, les mâles vont se rendre tous les soirs sur la place de chant, il va y avoir des chants, des combats, des coups d'aile, des coups de bec, etc. Au bout d'1 semaine, il va y avoir une dominance. Et quand les poules vont venir sur la place, c'est le coq dominant qui va se reproduire avec toutes les poules d'un secteur. Donc par exemple, ce coq, ici, va se reproduire avec cette poule et cette poule également, et les autres vont faire ceinture et rendez-vous l'année prochaine. Voilà. C'est comme ça, monsieur, il y a de la concurrence. Donc c'est exactement le même principe que chez le cerf et l'af, par exemple. Et donc c'est une façon pour la population, l'espèce, en fait, de garantir que ce sont les meilleurs gènes qui vont se transmettre de génération en génération. Donc un coq peut être le dominant d'un secteur pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans. Il faut savoir qu'un coq en milieu sauvage, il peut vivre jusqu'à 10 ans en milieu naturel. Et donc voilà, certains ont une très longue longévité. Et donc l'emplacement de ces places de chant, il se transmet de génération en génération de tétras, tant qu'il y a continuité entre les individus. C'est-à-dire à partir du moment où une population décline, les coqs ne se rendent plus sur la place de chant, le savoir se perd, et donc quand la population remonte, eh ben, les jeunes individus vont recréer une nouvelle place de chant à un autre endroit. Voilà. Donc il y a une transmission comme ça de génération en génération. Alors si ça marche, et j'espère que ça va marcher, j'ai juste une toute petite séquence vidéo qui a été prise sur une place de chant, donc dans le Haut-Jura. Et donc voilà, le comportement d'un coq au chant. Donc ça c'est un coq qui rentre dans sa 2e année parce qu'il a un tout petit liseré blanc au bout des rectrices ici. C'est la seule façon d'arriver à le déterminer. Et il a une façon de quitter la scène qui est tout à fait théâtrale. Voilà, il nous regarde,
et hop, un petit pas de côté, un petit pas chassé, et il quitte la scène. Donc voilà, voilà, ce sont des images qui sont toujours intéressantes à pouvoir montrer. J'aurais aimé pouvoir vous montrer une poule, mais malheureusement, voilà, j'en avais pas en stock. Donc voilà, cette période du chant, c'est quand même une période très particulière. Pour nous, ornithologues, c'est le seul moment finalement où on peut espérer les compter. Et comme on l'a dit dans l'introduction, malgré tout, on dérange, donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire le moins possible et de façon la plus discrète possible. Donc après le chant, eh bien, les poules vont aller sur leur territoire, elles vont aller pondre leurs œufs, 6 à 8 œufs qu'elles vont élever toutes seules pendant l'été, et jusqu'à l'automne où les jeunes prendront leur envol pour aller établir leur territoire. On y reviendra de façon un petit peu détournée après. L'alimentation. L'alimentation, on a déjà parlé de l'hiver, on a dit qu'ils mangeaient essentiellement des aiguilles de sapin, un petit peu de bourgeons, un petit peu d'herbe quand ça dépasse encore un petit peu, quand il n'y a pas trop de neige. Au moment du printemps, le régime alimentaire va commencer à se diversifier et on va trouver beaucoup plus de bourgeons de hêtre. C'est ça qui va lui apporter, alors bourgeons de hêtre, bourgeons d'érable, hein, feuillus en règle générale, c'est ça qui va lui apporter l'énergie nécessaire pour pouvoir assurer le job pendant la période du chant, et aussi aux poules de pouvoir être les plus efficaces possibles au moment d'élever les nichés. Ensuite, on va rentrer dans la période de l'été, et à cette période-là, le grand tétras va devenir un vrai amateur de fruits forestiers. Alors on connaît tous l'attrait de cette espèce pour la myrtille, évidemment. Mais alors la myrtille, en fait, pour être vraiment précise, il l'utilise en bourgeon, il la mange en bourgeon, il la mange en feuilles, il la mange en fruits. Donc en fait, c'est vraiment un élément de la végétation extrêmement important pour cette espèce. Mais il va aussi manger ce qu'on appelle des herbacées, hein, les inflorescences, les fleurs forestières, les petites graminées, etc., qu'il va consommer tout au long de l'été. Et puis, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'automne, eh bien, il va pouvoir manger des sorbes, des alises, des baies, ce qu'on appelle les baies forestières, avant de petit à petit revenir à un régime plus ligneux, parce que l'hiver s'installe, il arrive, et donc il faut être prêt à l'hiver qui arrive, et notamment à la neige. Donc ça, c'est le régime alimentaire des adultes, mais on a aussi un régime alimentaire un peu spécifique pour les poussins. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont des poules. C'est la même famille, hein, finalement, le tétras, c'est un gros poulet qui vit en forêt, si on veut faire une image assez basique. Et donc les jeunes poussins, en fait, ils ont besoin d'une ressource en protéines extrêmement importante pendant leurs premiers mois de vie, 3 premières semaines globalement. Et vous avez ici la courbe de croissance entre mâles et femelles sur la première période, et notamment la première période, l'été. Vous voyez cette courbe de croissance. Je pense que là, même nos adolescents n'arrivent pas à faire la même chose. Sinon, globalement, ils feraient 120 kg à l'âge de 10 ans. Et en fait, l'enjeu pour le coq, c'est d'arriver absolument à dépasser ce poids fatidique des 3 kg au début de l'hiver pour pouvoir passer l'hiver dans des conditions acceptables pour lui et ne pas mourir d'épuisement, tout simplement. Donc là, il est extrêmement important que la poule de grand tétras puisse emmener les jeunes sur des secteurs très ouverts, très riches en insectes. On parle de fourmis, on parle de sauterelles, de petites araignées, etc. pour pouvoir grossir le plus vite possible. Et donc, au fil des mois, il va devenir exclusivement végétarien, comme ses parents. Alors, pour répondre à tous ces besoins, le grand tétras, il a besoin d'une forêt qui va quand même avoir un faciès un petit peu particulier. Alors là aussi, on a essayé de faire un joli dessin. Dans la vraie vie, c'est quand même pas évident de trouver la même chose, hein, faut bien être clair. Mais l'idée, ce qu'on a essayé de représenter, c'est vraiment la mosaïque, en fait. Hein. Cette mosaïque dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est permise notamment par cette futaie jardinée. On va chercher à avoir, alors on les a mis plutôt au sommet parce que c'est plutôt comme ça que ça se passe, des peuplements qui vont être assez clairs avec beaucoup de sapins, où les coqs vont hiverner l'hiver. Les poules, elles vont plutôt être dans des secteurs un petit peu plus jeunes, un petit peu plus denses, où elles vont pouvoir plus se mettre à l'abri des prédateurs. Et puis on va avoir ces zones un petit peu plus basses, ces zones d'estive où on va trouver beaucoup de myrtilles et beaucoup d'herbes ici pour la présence des insectes. Alors, ce type de mosaïque, on va le trouver dans des types d'habitats qui vont être plutôt des pessières, des pinèdes d'arbres crochets, des prébois, de la hêtraie sapinière. En fait, vraiment toutes ces formations forestières qu'on va trouver sur le Haut-Jura. Un des éléments vraiment importants, c'est d'arriver à avoir un minimum de 30% de ce qu'on appelle la strate basse, le triptyque myrtille, herbe, framboise, qui va permettre au tétras d'avoir une ressource alimentaire intéressante pendant la période estivale. Alors, le grand tétras, l'aire de répartition au niveau européen ou même au niveau mondial, elle est absolument immense.
On le trouve évidemment dans les forêts scandinaves, en Russie, la taïga, etc. Et on a aussi notre petite poche française, mais qui malheureusement est dans un état qui est relativement critique, finalement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe. Alors malheureusement, cette carte, j'ai pas réussi à trouver une mise à jour récente. Non, du coup, ça m'a sauté un truc, c'est pas grave. J'avais barré, en fait, ces deux populations, les Vosges et les Cévennes, puisque dans les Vosges, les dernières informations qu'on a, c'est qu'il y a 2 grands tétras encore vivants dans la zone, et dans les Cévennes, il y avait 2 poules l'année dernière, et on pense qu'elles n'ont pas passé l'été. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où, en France, les 2 dernières populations qui existent, ce sont le massif jurassien, puisqu'il a disparu des Alpes au début des années 2000, et les Pyrénées. Mais les Pyrénées, c'est un cas un tout petit peu à part, c'est pas tout à fait la même sous-espèce que celle qu'on trouve dans le massif jurassien. Donc voilà, vous voyez toute la difficulté de ces oiseaux très isolés les uns des autres. Alors la chance qu'on a, c'est que heureusement, en fait, voilà, la prochaine diapo que je ferai, je pense que je ferai ici une petite zone sur la Suisse, puisque la population jurassienne est directement connectée avec la population vaudoise. Si on regarde un petit peu plus précisément, ce qu'on note, en fait, ce sont des périodes de grande variation de population. Alors, si on regarde au début des années 70, on avait de l'ordre de 350 mâles adultes reproducteurs, donc c'est plus de 700 individus dans le massif jurassien français. On estime la population maintenant à un petit peu moins de 300. Et on note qu'on a quand même des phases de montée-descente, et notamment cette progression importante qu'on a eue au début des années 2010, elle tient d'un phénomène. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle a une théorie pour m'expliquer pourquoi donc la population a remonté après les années 2000? En voilà une bonne question. La tempête Lothar. Alors, la tempête Lothar, elle a eu lieu entre 1999 et 2000, je suis sûre que beaucoup d'entre vous s'en rappellent très bien. Et en fait, elle a été suivie de différents épisodes d'été très chauds et secs, notamment 2003, 2007, qui ont favorisé... Alors la tempête Lothar, en fait, elle a ouvert les forêts, elle a créé des clairières, elle a créé de la mosaïque dans ces forêts, et on a eu la chance dans les forêts du Haut-Jura de ne pas avoir d'énormes zones renversées, hormis quelques massifs forestiers qui ont été plus touchés, mais sur le Haut-Jura, globalement, ça a été plutôt bénéfique pour le grand tétras, je précise bien. Et les épisodes de sécheresse qui ont suivi derrière ont permis aux poules d'avoir une grande ressource alimentaire disponible. Et donc, en fait, ces jeunes, au lieu d'avoir un jeune qui arrivait à l'âge adulte, on a eu 2 ou 3 parnichés qui ont été jusqu'au bout, et ils ont participé à alimenter la population. Et donc, ça nous a emmené, on a une dizaine d'années, on a dit, de longévité pour un oiseau, ça nous a emmené jusqu'au début des années 2014, 2010 globalement. Et là, cette fois, on est de nouveau dans une phase de régression de la population. Donc voilà ce que ça donne concrètement d'un point de vue un peu plus géographique. Vous avez ici dans le Doubs, en fait 100% des individus grands tétras sont cantonnés dans un massif forestier du Doubs maintenant. Et vous avez des massifs voilà, comme au secteur de Pontarlier, secteur de Saint-Laurent, évidemment le plateau de Retors, etc. Les populations ont disparu au cours de la dernière décennie. Donc maintenant, le grand tétras est présent dans 6 grands massifs forestiers du massif jurassien. Le massif de Champfromier au sud, la réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura, le massif du Massacre et du Bois de Ban à Rebier, que je vous ai montré en illustration au début de la présentation, le Rizou et le Rizol, ici, et encore quelques individus sur le secteur de Saint-Laurent-en-Grandvue. Donc autant dire que là, en termes de fragmentation des populations, c'est quand même assez dur. Alors il y a des facteurs de régression qui expliquent tout ça. Dans l'introduction, on a cité la fréquentation humaine et l'impact du tourisme hivernal, notamment. Il est clair que c'est un problème. Alors, c'est un problème pourquoi? En fait, historiquement, il y avait assez peu de pratiques dans le massif du Haut-Jura. On avait une activité économique essentiellement tournée autour de la sylviculture et de l'élevage, et puis un petit peu de tourisme, évidemment. Au début des années 70, on a eu l'apparition du ski de fond, petit à petit la randonnée, et puis la chasse qui reste une activité solidement ancrée dans les zones rurales. Petit à petit, ces activités, elles ont évolué. Elles ont évolué au début des années 2000, par exemple avec l'apparition de la raquette à neige, qui était assez violente. Et puis petit à petit, ces activités, elles se sont démultipliées. Le ski de fond, le ski de randonnée nordique, le VTT, la randonnée, le trail, toutes les compétitions qui vont avec, pour finir par devenir réellement envahissantes. Si on se place d'un point de vue de la biodiversité, on parle des mushers, on parle de la chasse photographique,
la pratique des drones, du vol libre, du camping-car, du cheval, de la tente, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais tout ça crée une fréquentation dans ces massifs d'altitude qui pose un problème de cohabitation avec ces espèces assez fragiles. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'échelle d'un individu, en fait, ça va avoir un effet sur sa distance de fuite. C'est-à-dire des oiseaux qui sont dans des massifs très dérangés, ils vont tendance à fuir beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement que dans les massifs où ils sont assez préservés. Et donc, un grand tétras, vous le verrez jamais, ou quasiment jamais, ou de façon complètement exceptionnelle, parce qu'en fait, il va fuir en piétant au sol, hein, il va courir entre la végétation, des fois à plus de 100 mètres, il va fuir en forêt. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, voilà, 50 mètres, c'est quand même vraiment déjà très grand. Ça va avoir un effet aussi sur son aspect physiologique, le stress. Il émet des hormones de stress qu'on appelle des corticostérones, et qui vont l'affecter notamment dans sa capacité à se défendre contre les parasites, notamment les petits parasites intestinaux, qui vont donc l'affaiblir petit à petit. Et enfin, on va avoir des difficultés au niveau de la reproduction, c'est-à-dire que les poules, au lieu de faire 6 à 8 œufs, eh ben en fait, elle en fera que 4 à 6, et sur ces 4 à 6, on aura 1 ou 2 œufs clairs avec des poussins qui auront du mal à aller se nourrir, etc. Donc en fait, petit à petit, la population décline progressivement. Un autre élément aussi, c'est que cette fréquentation, on a dit, il y a une distance de fuite qui est toujours plus importante, et les oiseaux, pour se prémunir des risques liés à la fréquentation, ils vont établir ce qu'on appelle une espèce de zone tampon autour de chaque itinéraire. Et donc, elle a été calculée, cette zone tampon, dans des secteurs de forêt noire, notamment. Et en fait, autour de chaque piste, sentier, piste VTT, c'est encore plus important, ça peut aller jusqu'à 150 mètres. Le tétras va mettre une zone rouge de 100 mètres de chaque côté, où il ne va pas utiliser l'espace, quand bien même la forêt serait de très bonne qualité pour lui. Donc si on regarde concrètement comment ça s'illustre. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, ce massif forestier qui, si on continue là, ça a vraiment une forme de tétras. Je n'avais jamais fait attention, mais en fait c'est très vrai. C'est le plateau de Champfremier. Donc on a le village de Giron qui est juste ici. Donc là, vu d'ici, vu d'avion, ça a l'air assez cool. Il y a pas mal de forêts, pas mal d'arbres, on ne voit pas grand-chose de très traumatisant. On va commencer à regarder un petit peu dans le détail. Alors là, c'est un petit exercice de SIG, mais on va mettre les itinéraires d'été. Donc là, vous avez essentiellement route, VTT, vélo, randonnée. Voilà. Ça va, jusque-là, c'est pas trop violent, mais on voit déjà, celui-là, par exemple, il questionne. Ensuite, on va rajouter les itinéraires d'hiver. Et je les ajoute volontairement parce qu'en fait, la plupart du temps, les itinéraires ne sont pas débalisés d'une saison à l'autre, donc ils peuvent tout à fait être suivis, c'est-à-dire rien n'empêche de faire de la raquette sur un sentier VTT, par exemple. Donc là, tout de suite, on se rend compte, par exemple, cette zone-là, déjà, si on met 100 mètres de chaque côté, ça va commencer à être un petit peu problématique. On va rajouter la desserte forestière, parce qu'elle n'est pas balisée, mais elle se voit dans le paysage, surtout quand on a affaire à des routes qui sont assez importantes. Et donc là, forcément, le mitage, d'autant que là, j'ai mis que la desserte forestière qu'on trouve dans la forêt publique, mais vous avez ici un grand massif, une grande zone de forêt privée, qui elle aussi est desservie par une multitude de petites pistes forestières qu'on peut aussi suivre, notamment en hiver. Et donc maintenant, exercice final, les 100 mètres et 50 mètres de chaque côté des dessertes. Et donc on se rend compte que sur un massif qui fait plus de 1000 hectares, il reste 30% de la forêt réellement tranquille, comme zone refuge pour ces oiseaux. Alors on parle du grand tétras aujourd'hui, mais finalement cette quiétude, c'est l'ensemble de la faune sauvage qui en a besoin pour sa reproduction, pour l'hiver, etc. Donc un des impacts majeurs de la fréquentation, voilà, vous l'avez illustré ici de façon très concrète. Donc, je ne sais pas si ça vous fait réagir ou vous questionne, mais on pourra en parler en fin de présentation. Autre élément, la dégradation, ce qu'on appelle la fragmentation des habitats. Donc on a parlé de l'impact ici des routes, des chemins. On peut parler aussi des stations qui se sont installées au début des années 70-80, qui s'étendent encore maintenant, ce qui peut questionner là aussi. Évidemment, on a la question de l'exploitation forestière, de la sylviculture, parce que la futaie jardinier, elle a tous ses attraits, mais il n'y a pas que de la futaie jardinier, et tout le monde ne gère pas la futaie jardinier d'une façon optimale pour la biodiversité. Et selon comment elle est faite, cette futaie jardinier, elle peut être favorable ou elle peut être beaucoup moins favorable. Et en fait, quand on reprend les 30% restants de la forêt, c'est peut-être pas 30% qui sont absolument accueillants pour l'espèce. Donc là aussi, on a un problème de cohabitation au niveau de ces habitats. Parlons aussi de la prédation, parce que finalement, il n'y a pas de sujet de tabou, c'est intéressant aussi d'avoir ça à l'esprit.
On a 3 prédateurs qu'on va dire naturels, historiques, en tout cas dans le massif du Haut-Jura. Alors, évidemment la martre, l'autour des palombes, le renard. Voilà. Mais dans une population dynamique et saine, les prédateurs n'ont jamais remis en cause la viabilité d'une population. Donc ça fait partie du fonctionnement naturel. Là où on commence à avoir plus de difficultés, c'est avec l'apparition de ce qu'on appelle des nouveaux prédateurs. Alors le sanglier, c'est un prédateur sur les œufs et les jeunes poussins. Et dans la mesure où on a des populations qui sont plus ou moins artificielles, avec des populations de plus en plus importantes, y compris dans le massif du Haut-Jura, eh ben on a un impact qu'on suppose être très important. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à le documenter, ça reste une source d'inquiétude. Le cerf, vous allez me dire, c'est quand même pas un prédateur direct du grand tétra, on est d'accord, le cerf, il est végétarien, il n'est absolument pas carnivore, hein, je ne vais pas lui dessiner des grandes dents ici, mais le cerf, c'est un concurrent direct sur la ressource alimentaire. En fait, le cerf, il va brouter de la myrtille, il va frotter les épicéas, il va manger les petits bourgeons terminaux des érables, on a parlé du sorbier, etc. Toutes ces espèces d'accompagnement qui n'ont pas forcément de valeur commerciale, mais qui favorisent et participent de la biodiversité forestière. Donc là aussi, le cerf est vraiment un vrai problème, et en ça, on s'entend très bien avec les forestiers pour dire qu'il est nécessaire de réfléchir les choses un petit peu différemment. Le changement climatique, on l'a tous vécu de façon très concrète l'été dernier. Alors, les premières études, elles ne montrent pas d'effet délétère sur la survie des populations à échéance 30 ans par rapport au recrutement des jeunes. C'est-à-dire qu'entre les très bonnes années, comme on a eu l'année dernière en 2022, et les très mauvaises années, comme on a eu en 2021, où il a fait que pleuvoir, et ben en fait les choses s'équilibrent, et donc on ne voit pas d'effet majeur sur les populations. Par contre, l'impact, il est violent sur les habitats, malheureusement, avec les coups de chablis, avec les dépérissements massifs des peuplements résineux. Et là, on s'inquiète beaucoup de comment vont être récoltés les bois dépérissants, comment les peuplements vont être renouvelés, avec quoi, est-ce qu'on parle d'espèces exotiques, est-ce qu'on parle d'espèces exogènes, etc. Donc là, il y a des vraies questions qui se posent, et il faut être très humble, c'est très difficile de répondre à ça maintenant. Alors, on peut se dire finalement qu'est-ce qui se passe si le grand tétra disparaît, ou comment serait le massif du Haut-Jura s'il n'y avait pas eu de grand tétra, parce que finalement on a tendance à le mettre un peu, beaucoup même, à le mettre en porte-étendard de cette forêt du Haut-Jura. Donc on aurait déjà beaucoup plus de routes, parce que la présence du grand tétra a empêché la création de pas mal de routes en forêt, et il y en a peut-être dans la salle qui connaissent la route des Crêtes dans les Vosges, qui est maintenant un vrai problème en termes de fréquentation. Et donc à une époque, il y a eu un projet de route des crêtes comme ça dans le Haut-Jura, localisé sur la crête de la réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura, par exemple. La présence du grand tétra, entre autres, a empêché la création de cette route. Donc on peut trouver que c'est mal. Moi, à ma place, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'en l'occurrence, quand on crée une route, on crée toute une fréquentation qu'on ne peut pas contrôler derrière. On aurait aussi beaucoup plus de stations. Le tétra a empêché la création de stations, notamment de stations de ski alpin. Malgré tout, il a limité aussi la présence et le développement de certains sentiers. Alors on parle de sentiers de randonnée, mais on parle aussi de trails, de raquettes, de VTT, etc., qui ont été limités dans leur expansion par la présence de cette espèce. Les éoliennes. En France, le grand tétra est quasiment la seule espèce qui empêche de façon stricte l'implantation de parcs éoliens en forêt. Voilà. Donc ça fait partie de ces éléments. Voilà. Quand on est attaché à un certain paysage, on n'a pas forcément envie de voir s'installer des éoliennes sur les crêtes. Donc en l'occurrence, le tétra a permis et permet encore de l'empêcher. Il a favorisé aussi le maintien d'une certaine gestion forestière, plus propice à la biodiversité de ces forêts de montagne. Et donc finalement, si le grand tétra disparaît, eh ben c'est tout un cortège d'espèces qui va petit à petit disparaître avec lui. Alors le lynx, il n'est pas forcément strictement lié aux forêts d'altitude, hein, on le trouve dans d'autres espaces, mais par contre, voilà, il est quand même présent et il profite de ses habitats. Et toutes les petites chouettes que je vous ai présentées en introduction, mais on peut aussi parler des insectes, et puis j'aurais pu aussi vous parler des chiroptères forestiers, toute cette biodiversité prospère
encore maintenant dans ces forêts jurassiennes, parce que le grand tétras a été mis en porte-étendard, a été mis en avant pour favoriser ce type d'habitat très particulier qui répond aux exigences de toutes ces espèces. Alors qu'est-ce qui se passe si ça disparaît? Finalement, on arrive à on aura toujours de la faune sauvage, hein, mais on aura une faune sauvage beaucoup plus commune, finalement, hein, beaucoup plus plastique et beaucoup plus apte à s'adapter aux activités anthropiques. Alors là, j'ai mis quelques illustrations de corneilles, renards, etc., que vous connaissez parfaitement. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire? Voilà. Là, le choix est entre nos mains, finalement. On peut arrêter de lutter contre une issue qu'on pourrait juger assez inéluctable. Hein, finalement, quand on a vu tous les facteurs de régression, on peut dire que c'est quand même pas simple. Ou alors, on peut essayer de poursuivre les efforts et voir ensemble même comment on pourrait aller plus loin. Donc, déjà, premier point, contrairement un petit peu aux idées reçues qu'on a nous-mêmes transmises, on ne trouve pas le grand tétras que dans la futaie jardinier. On le trouve dans une multitude de types d'habitats, des futaies régulières, d'épicéas en forêt noire, de la hêtraie quasiment pure dans les forêts du Trontin, de la chênaie dans les Pyrénées. Ça nous paraît, nous, complètement atypique d'imaginer le grand tétras dans ce type de forêt, mais tout ça pour dire qu'il peut parfaitement s'adapter. Par contre, il y a deux éléments absolument incontournables. Ce sont des forêts calmes et une ressource alimentaire très développée pour l'alimentation à la fois des jeunes et des adultes. Donc déjà, ça ouvre un peu le champ des possibles. Ensuite, on a une possibilité, la génétique. On sait que, comme nos populations sont de plus en plus fragmentées, les individus sont isolés, donc il y a une consanguinité qui se développe entre les oiseaux. On sait que ça commence à avoir des effets sur la capacité de ces oiseaux à se reproduire et à profiter des mesures de gestion qu'on va mettre en place pour eux maintenant dans le massif jurassien. C'est-à-dire que quand on a une poule qui fait des poussins avec 3 pattes, ça ne fonctionne pas. Voilà. Dans le massif jurassien, on en est un petit peu dans cette situation-là. Et donc, une des solutions, ce serait peut-être de se poser maintenant la question de l'opportunité de ce qu'on appelle de renforcer les populations, c'est-à-dire de faire venir des oiseaux d'autres massifs, de forêt noire, de Suisse, de faire des échanges entre individus pour ramener du sang neuf et redynamiser en fait cette population jurassienne. Donc c'est une possibilité, mais elle ne se suffira jamais à elle-même. Il faut qu'elle soit accompagnée de tout un tas de mesures qu'on connaît déjà. Toutes ces mesures, on les connaît déjà, mais on n'a jamais pris la peine de les mettre en œuvre sur une large échelle et de tous se les approprier. Alors évidemment, hein, ça répond aux causes de régression que je vous ai citées tout à l'heure, hein, limiter le nombre de sentiers, penser différemment la desserte forestière, et de façon très globale, arrêter de grignoter ces forêts toujours un petit peu plus pour répondre à nos activités humaines. Les activités de pleine nature, évidemment les itinéraires balisés, quand ils sont balisés pour une pratique, il ne faut pas faire du VTT sur des sentiers raquettes et inversement. On les a pensés pour répondre à une période, à une saisonnalité. La réglementation, forcément, moi ça ne m'amuse pas de ne pas pouvoir aller partout où je veux, mais là aussi ça a été pensé pour répondre à des enjeux. De la même manière, faire du hors-piste en ski de randonnée nordique, c'est absolument magique, mais on se contraint à ne pas le faire en forêt. Laisser son chien chez soi ou au minimum attaché et se renseigner avant d'aller faire une balade dans un secteur qu'on ne connaît pas, ça permet d'éviter d'avoir un impact important sur ces oiseaux et sur cette biodiversité en général. Des chantiers aussi qui vont être très concrets. Par exemple, réduire la mortalité des oiseaux adultes. Le grand tétras, je vous l'ai dit, c'est un oiseau plutôt marcheur. Il vole, mais c'est quand même pas son domaine de prédilection, et donc il a du mal à éviter au dernier moment les linéaires, typiquement vieux câbles, vieux barbelés qu'on va encore trouver dans nos espaces de forêt. Et donc un des objectifs, c'est justement de pouvoir démonter ces installations, ou quand on a des parcs qui ont encore un rôle à jouer, notamment je vous ai parlé des prébois, de pouvoir mettre des petites plaquettes dessus pour permettre aux oiseaux de visualiser ces linéaires et de pouvoir les éviter. Donc ça, c'est des choses assez faciles qu'on peut faire. On peut monter des chantiers de nature, par exemple, pour faire ça de façon très coopérative avec un casse-croûte, c'est toujours très bon enfant, et ça permet là aussi de participer. Alors ça aide le grand tétras, ça aide la gélinote, mais ça aide aussi la bécasse des bois, j'en ai pas parlé, le merle, les petits curdidés, etc. Donc vous pouvez l'avoir en tête si vous voyez ce type d'éléments dans le paysage. On peut aussi décider, parce que voilà, on a actuellement des zones naturelles protégées sous statut réglementaire qui ne plaisent pas à tout le monde mais qui apportent des bénéfices. Par contre, on peut aussi ensemble décider de mettre en place ce qu'on appelle par exemple des zones de quiétude volontaire. Donc vous avez un massif forestier,
sur une commune, et puis on décide collectivement, dans la co-construction, la discussion, le compromis, etc., de mettre en place des mesures pour limiter la fréquentation. Par exemple, c'est souvent le chemin d'entrée, mais aussi mettre en place une gestion forestière plus intéressante. Alors par contre, c'est vrai que c'est souvent une démarche qui est assez longue, et la biodiversité est quand même un peu dans une situation d'urgence, donc ça nous oblige aussi à être assez réactifs. Et puis faire ce que je fais aujourd'hui, évidemment, communiquer, informer, mettre en place une veille. Par exemple, peut-être que ça en a choqué certains d'entre vous cet hiver dans la revue qui nous est arrivée dans nos boîtes à lettres, tutoyer les sommets. Donc vous voyez ici le Crépela, le point le plus élevé, etc. Attend les plus téméraires et sportifs d'entre vous. C'est passé en plein hiver, à une période où le Crépela n'est pas accessible. Donc là, le travail de veille, c'est de contacter la maison qui a édité ce paragraphe pour leur dire voilà, le coup est parti, mais l'année prochaine, évitez de renouveler l'exercice, ça évitera des conflits d'usage. Voilà, typiquement, ce qu'on peut chercher à faire. Alors oui, clairement, le grand tétra est en danger, mais avec lui, toute la biodiversité des forêts d'altitude. Donc les causes, on les connaît, les solutions aussi. Il y en a certaines qui sont déjà mises en place, mais il faudrait absolument arriver à les démultiplier. Il faut changer les pratiques. Il faut aussi plus largement revoir la place de l'homme dans ces espaces naturels, qu'ils soient protégés ou pas. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que collectivement on est prêt à opérer ces changements pour essayer de sauver ces espèces? Donc voilà, d'après nous, le grand tétra, il a encore toute sa place dans les forêts jurassiennes, et la nature n'est pas seulement un terrain de jeu, ni un espace de développement économique, c'est avant tout un espace de vie qu'il faut absolument apprendre à respecter par des mesures simples que tout le monde peut appliquer dans ses pratiques. Donc je vous remercie de votre attention. Je suis désolée du petit couac technique en début de séance, mais la suite s'est bien passée. Vous avez ici les crédits photos, les illustrations, et je remercie vraiment beaucoup les photographes qui nous mettent à disposition des photos, parce que ça nous permet nous aussi de nous appuyer dessus pour illustrer ces présentations. Et vous avez nos coordonnées si vous êtes intéressés par ce sujet. On a aussi un stand sur le festival avec des ateliers, notamment Creux de Chine, etc., pour parler notamment de la gélinote des bois, parce que sinon je pourrais repartir pour 1 heure et je ne suis pas sûre que vous êtes prêts à rester 1 heure de plus cet après-midi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, des choses que vous voudriez auxquelles je n'aurais pas répondu. Je vous ai tous endormis? Oui, madame? Attendez, je vous passe un micro. Le grand tétra a été vu plusieurs fois au col de la Fessine. Or, étant dibonaise, sauf erreur, le conseil régional, la communauté du Pays de Gex a décidé de déclassifier une partie de la réserve du Haut-Jura pour faire un 2e toboggan. Vous savez où en est ce projet? Alors non, alors ce projet-là, je ne le connais pas, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de partie de la réserve naturelle qui a été déclassée. Par contre, c'est sûr, il n'y a pas eu de changement de statut. Une réserve naturelle nationale, ça dépend d'un décret ministériel et ça ne se déclasse pas comme ça. Donc en l'occurrence, il peut tout à fait y avoir un projet. Ça, alors j'en ai pas entendu parler, mais c'est tout à fait possible. Mais par contre, s'il se fait, ce sera forcément en dehors de la réserve naturelle. Après, j'irai peut-être à la pêche aux infos, parce que à côté de ça, ça m'intéresse. Ça a l'air bien. Est-ce que vous pourriez nous parler du tétra fou? Ah oui, le fameux. C'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé. Alors, maintenant on dit plus tétra fou, parce que c'est vrai que maintenant on dit tétra peu farouche ou oiseau peu farouche. Parce qu'en fait, on est... alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce phénomène, en fait, ce sont des grands tétras qui perdent tout instinct de peur face à l'homme. Souvent ça arrive sur les jeunes individus, les oiseaux naissent, donc le pic d'éclosion est au milieu du mois de juin, et souvent ces oiseaux commencent à atterrir au milieu des villages, dans les poulaillers, dans les cours d'école, on en a eu dans de multiples situations, et se comportent face à l'homme comme ils se comporteraient face à un concurrent au moment du chant. Donc vraiment une posture, la queue dressée, les coups de bec, les coups d'aile. Je sais qu'il y a des forestiers qui ont été confrontés à ce type d'oiseaux, c'est assez impressionnant parce que c'est gros.
Et donc voilà, ils vont avoir cette posture-là, ils continuent à avoir leur instinct de fuite face à leurs prédateurs, enfin en l'occurrence chiens, renards, etc. Ils fuient normalement de la même manière, mais face à l'homme, il n'y a plus du tout d'instinct de fuite. Ça peut durer comme ça un petit moment, et puis souvent à partir du printemps qui suit, ces oiseaux vont naturellement retourner en forêt, mais vont continuer à avoir ces postures complètement inhabituelles. Alors il y a eu multiples théories. Comme quoi c'était des individus qu'on trouvait dans les populations qui étaient en forte régression. Sauf que ça ne tient pas vraiment la route parce qu'on trouve ce phénomène dans les populations scandinaves ou en Russie exactement de la même manière. Une des dernières théories, c'était un phénomène d'imprégnation, c'est-à-dire qu'à un moment où les poussins naissent, tout juste sortis de l'œuf, en fait, ils sont confrontés à une fréquentation importante et récurrente qui perturberait le développement. Mais par contre, on n'a pas trouvé dans les différentes analyses qu'on a pu faire d'éléments biologiques qui expliquent un dérèglement hormonal, par exemple, ou quoi que ce soit d'autre. Donc on est absolument incapable, pour l'instant, on est en 2023 et on ne sait pas expliquer ce phénomène. Simplement, ce qui se passe, c'est que bien souvent, ce sont des oiseaux qui ne vivent pas très longtemps, parce que typiquement, on parlait de la faucille tout à l'heure, il y en avait un il y a 1 an et demi, 2 ans. Je me mélange un peu dans les années. Celui-là est mort d'un coup de bâton, en fait, d'une personne qui a pris peur et qui a mis un coup de bâton sur cet oiseau, alors que c'est comme s'il avait été attaqué par un gros poulet. Enfin, je veux dire, voilà, il y a une certaine, voilà, quelque chose d'un peu irrationnel. Et malheureusement, c'est assez commun aussi du braconnage, malheureusement, sur ces individus. Celui qu'on a connu qui a vécu le plus longtemps a été suivi pendant 7 ans avec ce phénomène-là. Il était très bien connu des forestiers qui étaient habitués à le rencontrer. Voilà, il a fait sa petite vie et ça n'a pas posé de problème. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à en voir beaucoup plus cet hiver. On a eu une forte reproduction en 2022 liée aux conditions météo. On s'attendait vraiment à avoir beaucoup d'oiseaux arriver avec ces caractéristiques. Et en fait, on a eu vraiment la surprise de ne quasiment pas en voir, hormis une nichée. Alors cette fois, c'était 5 oiseaux en même temps qui avaient ce comportement-là. Mais qui sont repartis dans le bois au début de l'hiver et qu'on n'a pas revu. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, en tout cas pas du tout vous l'expliquer. Quelles sont les raisons du braconnage? Alors ça, faudrait demander à un braconnier. C'est le trophée. C'est la raison majeure. Alors, dixit d'anciens chasseurs, le tétra a vraiment un goût de chiotte. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, je l'ai jamais goûté, mais en fait il était, donc avant, il a été protégé au début des années 70, la date exacte c'est 74, il était chassé au moment du chant. En fait les chasseurs profitaient d'une strophe du chant qui le rend sourd et aveugle pour s'avancer sur les places de chant et le tirer au moment du chant. Et souvent c'était un oiseau qui était laissé à faisander assez longtemps et qui était mangé sur les tables de communion, qui était servi un peu comme sur les tables royales, mis en posture de chant, etc. Donc il y avait une espèce de mise en scène voilà, autour de ces oiseaux-là. Cette pratique, elle a été évidemment abandonnée. Mais par contre, il reste cet attrait du trophée, du tétra, de l'espèce exceptionnelle, etc. Et c'est absolument pas pour la viande. Au contraire de la gélinote des bois, qui paraît être une viande extrêmement fine. L'ixit, là aussi, les chasseurs. Et la gélinote est plus chassée dans le département du Jura non plus, d'ailleurs. Mais en dehors de ça, pas de raison particulière. Monsieur ? Vraiment un fait qui paraît, même le tétralyre imbouffable sans le bon vin et le bouquet de laurier. C'est vraiment bon. Enfin, c'est les chasseurs des Pyrénées, ça qui répètent la même chose que les autres. Justement, non, ça, c'est ce que je veux dire. Au niveau de la chasse, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les possibilités, impossibilités, difficultés qui pourraient faire une interdiction comme il y a dans les Pyrénées pendant 4 ou 5 ans interdit de les chasser? Parce que moi, personnellement, c'est mon je pense que c'est le principal problème pour leur survie par rapport à la course à pied, parce que quand un type passe en courant, il ne craint pas grand-chose, le tétra, ou avec un mec qui a des baskets aux pieds. Tandis que je pense que la chasse, c'est quand même la chose principale qu'il faudrait pouvoir, sans arrêter, parce qu'avec eux, il n'y a rien de possible, mais au moins quelques années, comme ils l'ont fait dans les Pyrénées, je crois, depuis l'année dernière. Alors, effectivement, dans les Pyrénées, il y a un moratoire sur la chasse au grand tétra qui a été passé à la fin de l'été dernier, parce qu'il y avait un conflit récurrent entre protecteurs de l'environnement et le monde de la chasse.
par rapport aux attributions d'oiseaux. Il situait de l'ordre d'une dizaine d'individus chaque année dans les Pyrénées à peu près, dans quelques départements. Donc cette pratique a été arrêtée pour 5 ans dans le cadre d'un moratoire. Dans le massif jurassien, très concrètement, on connaît peu de cas de braconnage, très très peu en fait. Il y a des erreurs de tir, ça peut arriver, plutôt sur les poules d'ailleurs, au moment de la chasse à la bécasse. Mais en dehors de ça, et c'est quand même des bruits qu'on entend, qu'on peut entendre et qui nous reviennent aux oreilles par des voies détournées. Donc actuellement dans le massif jurassien, on ne peut pas dire que c'est cas zéro, ça n'existe pas, il y en aura toujours, mais on ne pense pas qu'il y ait un impact direct de la chasse sur l'état de la population dans le massif jurassien. Par contre, il est vrai que la pratique globale cynégétique, elle interroge par rapport aux chiens, par rapport aux battus, par rapport à la chasse à la bécasse dans des secteurs où on souhaiterait avoir beaucoup plus de calme, par exemple. Là, il serait bon, dans certains secteurs, effectivement, d'avoir une pratique de la chasse qui soit revue. Après, on a une vraie difficulté aussi, et c'est là où on peut se dire on est un petit peu schizophrène, c'est que malheureusement, les populations de loups sont encore pas assez installées, par exemple pour limiter les populations de grands ongulés, on parle du sanglier, on parle du cerf, qui eux ont un impact aussi très direct sur la survie de ces populations. Donc voilà, c'est assez délicat comme type de question, je botte pas en touche, mais vraiment dans le massif jurassien, on n'a pas de cas de braconnage connus ou de façon très très anecdotique. Vous m'auriez posé la question sur la gélinote des bois, je vous aurais dit oui, là on a un vrai problème. Alors c'est pas forcément du braconnage volontaire, mais des erreurs de tir qui sont assez récurrentes malheureusement entre bécasse et gélinote des bois. Mais sur le grand tétras, c'est très peu commun, très peu connu, et on ne pense pas que c'est un sujet particulier. La fréquentation, vous citez la course à pied, c'est sûr qu'une personne qui passe en course à pied dans un massif au mois de septembre, il ne va pas poser de problème. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on est combien ? 68 millions de Français, je crois, quelque chose comme ça. Les sports de nature se développent. La période post-Covid, nous on le constate dans la fréquentation des espaces naturels, a un impact absolument énorme sur la quantité de gens qui veulent se reconnecter à la nature, qui veulent aller en forêt, qui veulent s'aérer, se changer les idées, etc. Et en fait, c'est ces 68 millions potentiels de coureurs qui posent problème, c'est pas le coureur. Donc voilà, on a un vrai problème en termes de fréquentation qu'il faut absolument arriver à canaliser uniquement sur quelques sentiers pour laisser de la place. Et vous, avec votre association, vous avez le pouvoir, par exemple, de faire, bon, je ne vais pas passer dessus, j'ai fait des années, et maintenant j'ai changé d'avis, le trail, vous avez la possibilité d'interdire, par exemple, de faire passer une course sur des lieux où il y a des zones, parce que moi je vois la plupart des trails que j'ai fait, j'ai découvert qu'après, on était en plein dans les plates-bandes, quoi. Alors, une association, malheureusement, elle a un pouvoir qui est limité et qui est surtout dépendant beaucoup du nombre de ses adhérents. Et là, je ne fais pas du recrutement déguisé. Voilà. Même si vous pouvez venir adhérer, il n'y a pas de problème. Non, blague à part, une association, elle a évidemment, et la nôtre le fait, la possibilité de s'opposer à des manifestations sportives, à des projets d'aménagement, typiquement piste de ski, trail, etc. Donc, dès lors qu'on a les arguments pour s'opposer, on le fait. Voilà. Mais là, la difficulté qu'on a, c'est est-ce qu'on choisit de mettre le Jura sous cloche ? Et là, les acteurs de l'économie touristique, ils vont nous dire oui, mais nous, comment on fait pour vivre ? C'est aussi ces trailers, ces coureurs, ces gens qui viennent faire de la randonnée, du camping, etc., qui nous font vivre aussi à l'année. Donc vous ne pouvez pas nous interdire de vivre dans le Haut-Jura, sinon vous allez en faire un musée à ciel ouvert. Bon, ok, on est obligé d'entendre un petit peu aussi ces arguments. Donc il faut arriver là aussi à trouver un juste milieu entre des pratiques qui vont être les moins dommageables possibles. Donc on peut envisager un trail qui va passer sur un sentier qui est d'ores et déjà utilisé, qui est balisé pour la pratique par exemple de la randonnée. On peut envisager de le laisser passer s'il passe au mois d'octobre, par exemple, une période où les oiseaux sont a priori les moins sensibles, où il y a encore une bonne ressource alimentaire, les jeunes sont émancipés, etc. Par contre, on va s'opposer s'il passe au mois de mai, ou même au mois de juin, parce que là les poules sont sur le nid, elles peuvent abandonner le nid si elles sont dérangées, et là on ne peut pas admettre de laisser passer une course, peu importe que ce soit à pied, à vélo, à ski, à roulette, on s'en moque, pendant ces périodes-là. Donc malheureusement, on est obligé d'arriver à trouver là aussi des compromis entre la préservation de la biodiversité et les activités, qu'elles soient, là on parle de sport, mais on pourrait parler de sylviculture, etc. etc. Et quand, là aussi, excusez-moi, tellement de questions à vous poser. Comment ça se fait? Utilisez le micro, je crois, parce qu'il y a... Comment ça se fait quand on va, par exemple, dans les pays du Nord,
Finlande, Suède, Norvège, eh bien, vous allez dans les champs, mais je ne vais pas dire qu'il y en a des poulaillers entiers, mais il y en a vraiment énormément. Tétras, grands tétras. Et moi, le truc qui me... Ouais, le pays est beaucoup plus grand, il y a quand même de la chasse. Et bon, il a fait un peu plus sérieusement, d'après ce que j'ai pu discuter, que chez nous, comme en Allemagne, ils sont aussi un peu plus attentifs à plein de choses. Et ils ont aussi beaucoup moins d'accidents de chasse, on se demande pourquoi. Le tétra, là-bas, j'ai vu des entraînements. Mais putain, je me suis dit, mais comment c'est possible? Des entraînements de chiens de chasse pour la poule, mais en plein dans leur territoire. Mais les chiens, je sais pas, il y avait des fois des gens, une vingtaine de personnes sur le même secteur, et avec au moins 2 chiens par personne, et dans des endroits où quand tu marches, tu fais partir plein de poules, et où apparemment, bah, il n'y a pas de problème, les poules y reviennent. Et ici, chez nous, bah, je sais pas, on a vraiment un problème. Alors, pour ceux qui connaissent les forêts, alors là vous avez parlé de la Norvège, mais c'est vrai de la Finlande, de la Suède, etc. On a vraiment l'habitat absolument typique du grand tétras, c'est-à-dire une baissière très claire avec de la myrtille qui vous arrive au-dessus du genou, hein, on est à 70 cm de haut, avec des myrtilles grosses comme le pouce, voilà, ça fait un peu rêver. Donc on a des habitats absolument optimaux pour l'espèce, autant pour les adultes que pour les jeunes. Et en fait, si vous avez prêté l'oreille, à un moment donné, je vous ai glissé comme ça entre deux interventions que dans une nichée de 6 à 8 poussins, dans le massif jurassien, on en a un qui arrive à l'âge adulte. En réalité, ça c'était les bonnes années. Maintenant, il faut le succès reproducteur par poule. Dans le massif jurassien, il a été évalué à 0,3 poussins par poule et par an. C'est-à-dire qu'il faut 3 ans à une poule pour arriver à faire un poussin qui va arriver à l'âge adulte après. Donc, on a des situations d'habitat qui sont clairement pas encore idéales pour cet oiseau-là, et ça explique la richesse en fait du nombre d'individus. Donc là, vous dites, pardon, je commence à fatiguer, que la poule elle part et après elle revient. Mais en fait, c'est pas forcément la même poule qui est revenue d'une part, mais souvent effectivement, de toute façon, elles sont territoriales, elles sont attachées à leur territoire. Mais notez aussi qu'ils ont... On parle de la population, parlons de la Russie par exemple, on a 3 millions, la population de grands tétras en Russie elle est estimée à 3 millions. Donc là-bas clairement, on est dans le cœur de la population. La population française, on est vraiment sur la marge de la population et on sait qu'on a affaire à des populations encore qui sont extrêmement fragiles parce qu'elles sont en aire de répartition, elles sont beaucoup plus fragmentées, les individus sont isolés. Et le massif jurassien, ça fonctionnait très bien quand en l'an 400, les forêts étaient toutes étroitement connectées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on a, pour une population de grands tétras, si on veut qu'elle soit viable, il faut qu'on ait un massif forestier non fragmenté de 1000 hectares. 1000 hectares, c'est plus grand que la forêt du Massacre, c'est plus grand que la forêt du Grisou, sans aucune infrastructure. Regardez le schéma que je vous ai montré des différentes infrastructures, et vous avez là toute l'explication de l'état de nos populations jurassiennes. Et vous êtes pour l'introduction des animaux de là-bas, alors que c'est les amenés à la guillotine. On ne sait pas encore trop quoi faire, comment aménager les pistes, machin, réglementer, alors qu'ils veulent faire venir des animaux de là-bas, c'est les amener à la guillotine. Alors, j'ai pas dit que c'était la réponse, j'ai pas dit que c'était la solution. Clairement, ça fait partie des possibilités. On ne peut. Alors, on a 2 solutions. Maintenant, on va devoir se poser tous collectivement la question. Soit on dit, on fait une croix sur le grand tétras dans le massif jurassien parce qu'on estime qu'il n'a pas d'avenir. Et il risque d'accompagner avec lui, en effet domino, toute cette biodiversité, petit à petit, hein, ça ne se fera pas comme ça d'un claquement de doigts, mais petit à petit, toute la biodiversité va suivre de la même manière. Ou alors on essaye de se donner toutes les chances, en sachant que c'est pas sûr que ça fonctionne du tout. Par contre, notre objectif, et si on devait aller jusque-là, c'est clairement de permettre à la population de gagner du temps pour continuer les efforts. Parce que là, actuellement, si on ne fait rien, la population va s'éteindre d'ici à 10 ans. On a estimé à peu près à ça, hein, l'échéance, parce qu'après, souvent, on a affaire à un palier, en fait, dans la population. Quand le nombre décroît, en fait, la population est plus du tout assez viable, et la chute se fait de façon très rapide, et c'est ce qui s'est passé en 5 ans dans les Vosges. Donc on sait que ça va arriver si on n'intervient pas. Donc soit on prend la décision de renforcer la population génétiquement avec quelques individus, et on se donne du temps, mais clairement, la décision n'est pas prise. C'est vraiment un questionnement, et
on est dans la même situation que vous, à se dire, est-ce que ça a du sens d'injecter des individus qui vivent bien leur vie en Norvège, en Suède, ou peu importe, et de les injecter dans ce massif jurassien quand on est, pour l'instant, conscient que toutes les conditions ne sont pas réunies. Voilà. Donc, encore une fois, hein, partez pas avec l'image de dire le groupe Tétra-Jura dit qu'il faut réintroduire. C'est un questionnement et il est juste de se le poser maintenant, parce qu'il sera trop tard de se poser cette question-là dans 20 ans. Dans 20 ans, il ne faudra plus se poser la question si on ne l'a pas fait. Il faudra dire la population jurassienne est éteinte, on arrête, on tire le rideau et on fait autre chose. On fera des tartes à la myrtille. Oui, bonjour. La forêt du Massacre, il y a déjà des arrêtés suivant les saisons, on ne peut pas aller partout. Alors quoi faire de plus Le respecter, peut-être? Comment? Le respecter, peut-être. Non, il y a un gros problème, et ça c'est généralisé en France. Hein. On n'adore rien tant que ne pas respecter la réglementation, c'est vrai sur la sécurité routière, pour une bonne part de la population. Quand c'est limité à 90, on aime bien rouler plutôt à 100. Et ben là, c'est un petit peu pareil. En fait, le problème, c'est qu'on a des zones naturelles protégées, on manque d'agents pour les faire respecter et les surveiller correctement. Et on a encore beaucoup trop de monde qui viennent avec leurs chiens en hiver, bien souvent non attachés, qui font de la raquette, qui font du ski de randonnée nordique, qui vont au crépela alors que c'est interdit, etc. Donc en fait, l'enjeu majeur, honnêtement, si l'arrêté de protection de biotope il était vraiment respecté, on aurait beaucoup moins de problèmes. Et avant l'arrivée du Covid, on avait une fréquentation qui avait beaucoup baissé et la place de champ avait remonté sur le massif du Massacre. Et là, post-Covid, on a eu un hiver absolument de folie avec des traces partout, du monde qui passait dans tous les coins. Moi, j'ai vu des gens marcher dans la neige, à pied, sans raquette, dans 50 cm de neige. Ils ont traversé toute la forêt du Massacre en suivant le GPS en ligne droite. C'est juste de la folie. Donc voilà, ça c'est post-Covid, on a l'impression d'avoir fait un bond en arrière, de 20 ans en arrière, avec des gens qui ne respectent pas la réglementation. Donc la première chose, c'est de respecter la réglementation. C'est pareil quand ils délimitent une place de champ, ils commencent à mettre les piquets jaunes et noirs style anti-avalanche là, et qui mettent les panneaux. Quand ça se sait pas, c'est toujours à double tranchant. Quand ça se sait pas, vous allez voir deux pèlerins qui vont traverser parce qu'ils ne savent pas. Dès qu'il y a les panneaux, vous en avez abandonné des endroits parce que... Prendre le micro. Alors, monsieur, il parle, je pense que vous êtes plutôt des Alpes, peut-être parce que là, en l'occurrence, ça ne se fait pas sur le Grand Tétra, mais ça se fait sur le Tétralyre. Donc, monsieur explique que dans le massif alpin, pour préserver le Tétralyre de la fréquentation, les secteurs d'hivernage sont balisés, alors soit de piquets jaunes et noirs, soit de petits triangles indiquant la présence de tétralyre, en fait parce que le tétralyre a la particularité en hiver de s'enterrer dans la neige pour se mettre à l'abri des intempéries, et le passage des skieurs malheureusement a tendance à écraser les oiseaux au fond de leur igloo. Donc pour éviter ce phénomène-là, les agents de l'environnement balisent les secteurs d'hivernage les plus importants pour éviter que les skieurs, notamment de randonnée, n'écrasent et ne dérangent les oiseaux. Donc c'est tout à fait vrai. Alors dans le Jura, on balise pas du tout les places de champ de cette façon-là, mais c'est vrai que c'est complètement à double tranchant, parce que soit on dit on a un bénéfice à éviter que les gens ne prennent le risque d'écraser par méconnaissance ces zones d'hivernage, et à contrario, ça peut les inciter à venir sur la zone pour voir effectivement ces tétralyres. Donc là aussi, il y a vraiment deux écoles, et maintenant, il semble montrer que le bénéfice est quand même en faveur du balisage de ces zones-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne veulent pas faire mal en fait en pratiquant le ski de rando, puisque là on parle du tétralyre dans les Alpes, mais qui ne savent simplement pas. Et le fait de baliser conduit une bonne part de ces pratiquants à éviter ces zones-là et à passer en dehors sans déranger les oiseaux. Mais c'est une vraie question, on se pose la même question sur le Grand Tétra. Est-ce que sur les panneaux des arrêtés de protection de biotope, il faut dire qu'il y a du Grand Tétra, au risque de voir des gens qui vont venir expressément pour voir ces oiseaux-là? Sur les biotopes, il y a des tétras Oui, maintenant sur les arrêtés de protection de biotope, c'est expliqué. Oui. Alors maintenant, avant il s'appelait APPB Grand Tétra, maintenant il s'appelle APPB Forêt d'altitude, parce que justement on prend conscience qu'il est important de communiquer sur cette biodiversité, un petit peu comme je l'ai fait en introduction aujourd'hui. Mais on a fait le constat qu'en fait, de vouloir cacher la présence de cette espèce, ça n'empêche absolument pas les gens qui veulent vraiment le voir, de venir le voir. Et on pouvait légitimement se poser cette question il y a 30 ans.
Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, de toute façon, les gens savent tout. Donc autant communiquer de façon claire, transparente, avec les bonnes informations, plutôt que de vouloir cacher des choses que de toute façon les gens arriveront à voir par des canaux détournés. Donc là aussi, hein, il y a des changements de pratiques qui apparaissent, qui nous obligent, nous, à revoir aussi des choses. Le directrice de la réserve naturelle, enfin pour le 3-4, du côté, on va dire, Chamonix, tout ça, Samoa, ils ne savent plus quoi faire, ils réfléchissent, ils discutent pendant une heure au téléphone, avec elles. Ils savent vraiment plus quoi faire, comment réagir, et puis ils ont dit la même chose que vous, avec les sociaux. Les solutions ne sont pas évidentes. Du grand tétra, alors le chiffre exact c'est 278. J'aime beaucoup citer ce chiffre-là parce qu'en fait, voilà, un peu moins de 300, autour de 300, voilà, globalement. Donc c'est trop peu. Il faudrait arriver à avoir 500 individus pour espérer avoir une population en meilleure santé. Voilà, c'est un peu notre objectif ultime. Et l'élevage, c'est pas possible? Alors le grand tétra s'élève. Mais c'est très compliqué parce que dès lors qu'on élève une espèce sauvage, il y a un phénomène d'imprégnation qui arrive, qui peut être compliqué. Et au-delà de ça, c'est un oiseau qui est extrêmement sensible aux parasites intestinaux. Je vous en ai parlé un petit peu en lien avec la fréquentation. Et donc il y a une grosse difficulté à faire en sorte que ces oiseaux soient dans un très bon état sanitaire. Il faut pouvoir les nourrir avec des branches fraîches de sapin pendant tout l'hiver. Donc il y a aussi une présence constante qui doit être mise en place pour espérer d'avoir des oiseaux qui soient en relative bonne santé au moment des lâchers. Et ils n'ont pas l'éducation qui est faite par les poules en milieu sauvage par rapport aux prédateurs qui posent problème. Donc les oiseaux d'élevage, c'est quand même un peu de la chair à prédateurs quand on les relâche dans leur milieu naturel. Les Polonais ont développé un système qu'ils ont appelé Born to be Free, qui consiste à, allez, je vais dire le mot, privatiser une parcelle forestière. Et en fait, une poule est placée, donc une poule fécondée est placée à l'intérieur d'un petit exclos. Donc elle va élever sa nichée, et au fur et à mesure du développement des poussins, en fait, l'enclos en fait, va s'élargir petit à petit dans cet espace de forêt jusqu'à avoir une période où cet enclos va être ouvert et où les poussins vont pouvoir partir. Et avec ce système-là, ils ont un succès, ou en tout cas un taux de mortalité des jeunes qui est beaucoup plus faible que quand on relâche des individus, même de taille adulte. Donc ça peut être un système assez intéressant parce que c'est extrêmement lourd à mettre en place. Ça suppose qu'on privatise d'une certaine façon une part de la forêt pour pratiquer ce type d'élevage. Et ils ont aussi un contrôle des prédateurs qui est assez important. Alors ils nous disent qu'ils ne tuent pas les individus, les autours des palombes, les renards, etc., mais qu'ils les déplacent. Donc ça, on n'a pas eu le fin mot, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, la philosophie, c'est celle-ci. Ça donne des bons résultats, mais en termes d'investissement, c'est absolument monstrueux. Merci.